Bonjour tout le monde. Donc, on attaque une partie vraiment cruciale de votre planification. Donc, on va regarder ensemble comment faire une étude de marché et comment faire une étude de concurrence. Donc, le but, c'est pas d'aller se comparer pour faire du oh, pauvre, misérable moi, puis regarder comment est-ce que nos concurrents sont tellement meilleurs que nous ou aller à l'opposé complètement puis dire que hey, je suis meilleur que tout le monde, regardez-moi. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire votre étude de marché pour savoir où votre marché, c'est qui vos clients. Et ensuite, regardez qu'est-ce qu'ils font vos concurrents, puis comment vous pouvez vous démarquer sur le marché. C'est vraiment ça l'objectif de ça. Donc, on part. Le but ultime d'une étude de marché, c'est de répondre à la question suivante. Y a-t-il du cash à faire avec ça? C'est à ça que ça sert une étude de marché. Puis ça se peut qu'en faisant votre étude de marché, vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas d'argent à faire avec ça. Mais honnêtement, êtes-vous mieux de vous en rendre compte maintenant ou quand ça va faire 6 mois que vous travaillez sur votre projet puis que vous ne vendez rien? Fait que c'est là qu'est la grosse différence et c'est là qu'est toute l'importance d'une étude de marché. Donc, je me répète, je le sais, le but de l'étude de marché, c'est d'être en mesure de répondre à la question y a-t-il du cash à faire là-dedans? Le but, c'est d'obtenir un maximum d'informations sur votre marché potentiel afin de décider, pardonnez la faute de français, si votre projet d'affaires pourrait être rentable ou pas. En fait, je ne devrais pas vous apprendre rien sur votre marché. Vous devriez avoir le plus d'informations possible sur votre marché. Je ne devrais pas être capable de vous dire hey, savais-tu ça? Faut que vous me disiez oui, Mylène, je le sais, ou non, Mylène, t'as tort, parce que la vraie bonne information, c'est ça. Après ça, l'étude de marché doit vous permettre d'analyser l'offre et la demande pour votre projet. Parce que dans la grande sphère économique, c'est juste ça, c'est de l'offre puis de la demande. C'est aussi simple que ça. Donc, selon votre secteur d'activité, secteur et réglementation, donc il y a tout plein de règlements qui sont applicables à plusieurs secteurs d'activité. Mon but, c'est pas de vous en faire une nomenclature ici. Mon but, c'est de vous dire, il y a des règles qui existent. Si tu es dans un secteur particulier, fais la recherche. Surtout pour tout ce qui est bouffe, pour tout ce qui a trait aux humains, pour tout ce qui a trait aussi, faites attention au niveau des actes réservés. Par exemple, au niveau de si vous faites du coaching de vie, faites attention de ne pas tomber dans les actes réservés à la psychologie. Donc, c'est toutes des choses qui sont hyper importantes de votre côté à savoir parce que j'ai vu des gens même se faire poursuivre pour pratique illégale de la médecine. Ça coûte très cher. On parle de poursuites qui vont se monter dans les 6 chiffres et on parle de frais d'avocat facilement au-dessus de 50 000 $. Fait que arrangez-vous pour savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Ensuite, quelles sont les perspectives d'avenir de votre secteur d'activité? Quelles sont les dernières innovations dans votre secteur? Ça aussi, c'est important. Puis, est-ce que votre marché est régulier ou saisonnier? Parce que ça va nous permettre, en fait, d'aller voir tout ce qui est régulier. Quand on va faire nos prévisions de vente dans la partie 6, c'est là que cette information-là va être pertinente pour nous. Au niveau de la demande, quelles sont les caractéristiques de la clientèle visée? Donc, est-ce que si vous faites un commerce sur le web, votre zone géographique, votre terrain de jeu peut être plus grand? Quelles sont les habitudes de consommation? Est-ce que c'est un produit qu'on consomme à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les 3 mois, à toutes les années ou à tous les 5 ans? Quels sont les revenus de votre clientèle visée? Si vous avez une offre haut de gamme, là, puis que les gens dans votre région font toutes 30 000 par année ou moins, bien, vous n'aurez pas un très, très gros marché. Donc, le potentiel de revenus ne sera pas là. Ensuite de ça, l'âge de la clientèle visée. Si, par exemple, vous faites des produits où vous avez une offre qui touche les enfants, bien, premièrement, vous ne pouvez pas marketer directement à des enfants. Vous ne pouvez pas faire de marketing qui s'en va directement vers des enfants. Il faut que vous marketiez la personne qui tire la gâchette, la personne qui sort sa carte de crédit, là, c'est le parent. Fait que c'est des choses à tenir en compte quand vous faites votre étude de marché. Quels sont ses besoins et ses motivations de la clientèle?
c'est quoi ses préférences, avec qui ils font affaire présentement, puis qu'est-ce qui peut être amélioré sur le marché. Donc ça, c'est des questions auxquelles vous devez répondre. Après ça, pour votre offre, qu'est-ce qui est offert par vos concurrents? C'est qui vos principaux concurrents? Avec une analyse des produits qui sont offerts par la concurrence. Donc, les avantages, les inconvénients et comment vous pouvez vous différencier. Donc, quand est-ce qu'on fait une étude de marché? À part en démarrage, là, premièrement, c'est sûr, en démarrage, on veut déterminer s'il y a de l'argent à faire là-dedans. Après ça, si vous voulez cerner les caractéristiques de votre clientèle, caractéristiques démographiques de votre clientèle, vous pouvez faire une étude de marché, choisir le meilleur emplacement pour votre entreprise. À chaque fois que je parle avec de restauration avec le chef Yann Perrault, je dis Mylène, il y a 3 choses importantes avant d'ouvrir un restaurant, c'est location, location, location. Établir le prix de vos produits et de vos services. Est-ce que vous facturez à un prix que les gens sont capables de payer? Puis, est-ce que vous facturez à un prix qui vous permet de faire du profit? Attirer des clients à votre entreprise. Donc, créer l'image, établir les prix de vos produits et services, faire en sorte que la publicité soit bien ciblée. Donc, avant de lancer une grosse campagne, avant de mettre 500$ sur une campagne Facebook, là, faites donc une mini-étude de marché pour voir si vous vous enlignez comme du monde. Et vendre à vos clients, gagner une clientèle acquise. Donc, une des choses que vous pouvez faire, en fait, c'est vendre plus. C'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui vous a déjà donné de l'argent. Donc, ce que vous voulez, c'est vendre plus à ces gens-là. Les entrepreneurs qui envisagent de faire des changements importants comme de l'expansion, de la relocalisation, c'est toujours pertinent de faire une étude de marché à ce moment-là. Donc, comme je vous expliquais, une nouvelle campagne publicitaire, si vous voulez ouvrir un magasin de plus ou si vous voulez déménager, faites une étude versus le nouveau quartier où vous êtes. L'augmentation des niveaux de production. Donc, si vous voulez en faire plus, la question, c'est allez-vous être capable de tout vendre? Et avant de rajouter une nouvelle gamme de produits ou de services, c'est important de savoir s'il y a un marché pour ça. Ensuite, le genre de renseignements que vous allez recueillir au niveau de votre étude de marché et puis au niveau des étapes de planification qu'on est en train de faire ensemble, ça va vous être toujours utile. C'est pour ça que plus vous allez mettre d'huile de coude dans ce qu'on discute dans la partie 3 du cours, plus vous allez avoir de succès. Fait que si vous obtenez toujours des nouveaux renseignements sur votre marché, c'est là que vous allez pouvoir tirer le maximum de vos activités commerciales parce que des fois, c'est juste un petit tweak qui va vous permettre d'aller chercher quelques dollars de plus. Puis comme dirait ma mère, c'est avec des sommes qu'on fait des piastres. Donc, on va se parler du plan de marketing plus tard, mais en fait, ça revient carrément à ces choses-là. Produit, prix, place, promotion. Donc ça, c'est les 4 P du marketing. OK? Donc, en recueillant des informations par rapport à ces 4 axes-là, ça va vous permettre de mieux cibler votre offre. Il y a plusieurs types d'études de marché. Là, je vais juste aller à la slide d'après. Moi, je recommande toujours de commencer par une recherche documentaire. Donc, cherchez toutes les informations que vous pouvez trouver. Les rapports gouvernementaux, Statistique Canada sont vos meilleurs amis, ils ont juste ça à faire vous donner de l'information. Articles scientifiques, documentation d'organismes professionnels. Donc, il y a plusieurs sources d'informations. Allez, faites une recherche le plus exhaustive que vous êtes capable de faire là-dessus. Si vous ne savez pas par où commencer, écrivez-moi, ouvrez un billet, ça va me faire plaisir de vous donner quelques pistes pour débuter. Donc, fait que ça, c'est, on commence toujours avec une étude documentaire. Si on revient après ça, vous pouvez faire comme deuxième étape, vous pouvez faire une de ces deux méthodes-là. Donc, vous pouvez faire une étude quantitative. Donc, ça, c'est des statistiques. Fait que c'est un sondage que vous pouvez faire avec différents outils. Par exemple, il y a SurveyMonkey que j'aime beaucoup. Certains préfèrent Google Docs. C'est votre choix. Ou Google Forms, pardon. Donc,
c'est un sondage avec différentes questions qui vont vous permettre d'avoir des informations sur votre marché. Donc, où les gens sont situés, combien ils payent, avec qui ils font affaire, toutes les questions qu'on avait sur les slides précédentes puis que vous ne savez pas la réponse, on met ça dans les questionnaires d'études de marché. Et aussi, vous pouvez aller simplement revalider les choses que vous avez lues dans votre étude documentaire. Donc, ce qui est important, par exemple, c'est d'avoir un grand échantillon. Si vous choisissez, par exemple, de faire affaire avec SurveyMonkey, il y a un compte gratuit qui vous donne jusqu'à 100 réponses. Et vous avez également un compte payant qui vous donne jusqu'à 1000 réponses, mais ça vous coûte pour un mois 35 $. Après ça, études de marché qualitatives. Donc, il y a moins de personnes. Donc, vous allez faire des entrevues qui vont être plus en profondeur. L'échantillon va être moins représentatif, mais vous allez avoir vraiment une connaissance approfondie de votre client idéal. Fait que ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir, je dirais, 4 à 8 personnes qui sont clairement identifiées comme votre client idéal et vous allez vous faire une grille de questions. Ça, c'est quelque chose que, encore une fois, si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas par où commencer, premièrement, on va en reparler sur l'appel. Et ensuite, ça va me faire plaisir de vous donner des idées. Si vous ouvrez un billet, je vais vous répondre avec un très, très grand plaisir. Ensuite, ce que moi j'aime faire quand je fais des entrevues qualitatives, c'est des entrevues semi-directives. C'est-à-dire que je vais me choisir quelques thèmes que je vais aborder. Et je vais laisser la discussion évoluer. J'enregistre le tout. Et quand je réécoute, avec le consentement de la personne, c'est sûr, et quand je réécoute, ça me permet de prendre des notes, de ressortir. Il y a même des applications avec lesquelles vous pouvez avoir le verbatim exact qui a été sorti. Ça vous permet de ressortir les thèmes et d'aller chercher vraiment ce que le marché recherche. Les pièges à éviter. Donc, si vous ne comprenez pas les besoins de votre clientèle, vous allez vous planter. C'est aussi simple que ça. Donc, négligez l'étape de l'analyse du marché. Vous ne pouvez pas faire ça. Ensuite, comme au hockey, il faut savoir ce qui constitue les forces et les faiblesses de vos concurrents. Les joueurs de hockey professionnels passent des heures et des heures à reviser des vidéos des équipes contre qui ils vont jouer. Fait que vous devez savoir ce qui se fait sur votre marché, vous devez savoir ce que vos concurrents vendent. Ne pas considérer la géolocalisation. Si votre commerce est basé à Montréal, l'opinion des gens de Vancouver ou de Boston vous importe peu. Donc, si vous faites un sondage, ce que vous voulez faire, c'est je cherche 200 personnes pour répondre au sondage suivant. Vous devez, par exemple, être basé dans la ville de Montréal et avoir un intérêt pour ça. Donc, ou dans la région de Montréal métro et avoir un intérêt pour le sujet de votre entreprise. Se fier aux données gratuites provenant d'Internet. Faites attention à vos sources. Une chose qui est super importante, avant de vous fier à une étude, là, regardez qui a payé pour cette étude-là. Donc, ça va vous donner une idée du... souvent, il y a un gros billet qui n'est pas nécessairement identifié puis qu'il y a un gros manque de transparence là-dessus. Donc, le web, c'est un point de départ, mais allez toujours tout valider. Donc, souvent, c'est incomplet, c'est passé date ou c'est pas assez en profondeur pour être pertinent pour vos décisions d'affaires. Donc, fiez-vous pas juste à une source. Interrogez votre réseau personnel. C'est jamais une mauvaise chose de demander à votre entourage ce qu'ils pensent. Mais ces gens-là, des fois, sont jaloux. Ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs. Ces gens-là ne sont pas nécessairement vos clients idéaux. Ces gens-là connaissent peut-être rien. Si vous voulez être un entrepreneur, demandez l'avis d'un entrepreneur. Pas du beau-frère qui sait tout. Donc, interrogez votre réseau personnel. C'est pas nécessairement la chose la plus pertinente. Et ensuite, vous fondez sur une rétroaction anecdotique. Tu sais, une fois c'est un gars, là, ça fonctionne pas dans une étude de marché. Ça manque de viande autour de l'os. Donc, si vous avez une rétroaction, basez-vous pas là-dessus. Mais vos renseignements doivent être cueillis de façon systématique. Pas juste avec une fois, il y a ça qui est arrivé et boum, la fin du monde est là.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, les entreprises reçoivent souvent la rétroaction des clients de d'autres parties, mais quelques points, ça ne suffit pas. Donc, assurez-vous d'avoir un échantillon qui fait du sens. Donc, l'étude primaire, donc c'est qui votre client potentiel, on a déjà fait ça, comment on peut les joindre, on a fait ça dans le modèle d'affaires aussi. Quels produits et services mes clients potentiels souhaitent-ils obtenir? Si vous avez tout fait le travail qui était à faire jusqu'à maintenant, là, vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin pour répondre à ces questions-là. Quels facteurs influencent leur décision d'achat? Quel prix dois-je fixer pour mes produits et services? Et qui sont mes concurrents? Donc ça, c'est les questions auxquelles vous devez absolument répondre. Donc, votre étude primaire vous permet de cibler le bon groupe de personnes puis de pousser votre étude à la prochaine étape. Si vous faites l'étude, il y a des entreprises, puis je peux vous recommander certaines personnes qui font ça dans la vie des études de marché, mais ça va vous coûter de l'argent. Fait que vous allez apprendre beaucoup plus et vous allez économiser de l'argent en faisant votre étude vous-même. Et ben c'est sûr, le sondage, c'est un des outils les plus utilisés pour une étude de marché, mais faites vraiment une bonne recherche documentaire avant de faire un sondage. Sinon, votre sondage, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Comment on peut faire notre sondage? Le sondage, pour moi, c'est la deuxième étape. Donc, on peut l'envoyer par publipostage, pas nécessairement efficace, par téléphone, mais les gens n'aiment pas nécessairement, c'est pas la meilleure option. Internet, courriel. Fait qu'utiliser médias sociaux, c'est hyper rentable. Si vous avez une liste de courriels, ça peut être hyper rentable. Et ensuite de ça, il y a des entrevues personnelles ou en groupe de discussion. Ça peut être intéressant. Vous pouvez inclure en personne, ça vous permet d'inclure des questions de suivi ou de changer l'orientation du questionnaire, donc en faisant des entrevues semi-directives comme ce que je viens de vous expliquer. Par contre, trouver des participants, ça peut être un petit peu plus difficile. C'est pour ça que moi, je vous encourage à donner quelque chose en échange. Donc, pour faire votre questionnaire de sondage bref et concis, attrayant et facile à lire, les questions doivent passer du général au spécifique. Les questions sont faciles à comprendre, puis il n'y a pas de questions biaisées du genre de quelle couleur était le cheval blanc de Napoléon. Et donc, vos réponses doivent être logiques. Quand vous faites des catégories, arrangez-vous pour que ce soit vraiment facile de comprendre. Moi, ce que je vous conseille de faire, là, ben, premièrement, c'est sûr que vous devez le tester. Mais moi, je vous suggère de le faire tester. Moi, c'est le genre d'affaire que je fais tester à ma nièce Malika qui a 9 ans et à mon neveu Michael qui a 11 ans. Donc, je leur donne, je leur fais lire, puis je leur demande, t'as-tu tout compris? C'était-tu facile pour toi? Fait qu'eux, ils vont me répondre, puis ils me mentiront pas pour me faire plaisir. C'est ça la beauté quand on travaille avec des enfants. L'étude de concurrence, de casser sa manche en hiver. Donc, un concurrent, c'est une entreprise qui vise là où les mêmes segments de marché que vous pour un produit identique ou une substitution. Il y a des concurrents directs et il y a des concurrents qui sont des substituts. Si je prends le recrutement, par exemple, quand j'ai commencé à mon compte, mon ancien employeur Kérosène est devenu mon concurrent direct. Et un concurrent de substitution, pour moi, ce serait comme un job board où les gens doivent payer pour annoncer. Donc, avec une entreprise qui vend des services informatiques, peut être localisée juste à côté d'une autre entreprise qui vend aussi des services informatiques, mais sans que ces entreprises-là soient concurrentes. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là visent des segments de marché qui sont différents. Donc, il y en a une qui va pouvoir vendre aux particuliers, puis l'autre qui peut vendre à la grande entreprise. Donc, ça, c'est un autre exemple. OK? Donc, la concurrence, c'est un concept qui est assez large, mais ce que je veux vraiment qu'on se concentre, là, c'est qu'un concurrent, c'est une entreprise qui vise le ou les mêmes segments de marché que vous pour un produit identique ou de substitution. Donc,
Il y a une autre chose qui peut être le fun aussi, c'est la coop-pétition. Donc, à ce moment-là, une entreprise qui est vue comme une concurrente peut devenir avec le temps une certaine ouverture d'esprit, un partenaire avec qui on va faire des bonnes affaires. Par exemple, moi, il y a des recruteurs, je recrute pas en TI. Fait que je réfère tout mon business en TI à des recruteurs qui connaissent ça parce que c'est extrêmement précis. Par exemple, l'exemple qu'on donne ici, c'est un fleuriste et une chocolaterie. C'est un petit peu boiteux là, comme exemple, mais ça vise les hommes qui veulent faire plaisir à leurs femmes. Donc, en principe, ils pourraient même faire une offre commune à vendre des fleurs et des chocolats pour que les gars puissent gagner des airs lousses avec leur blonde. Trois niveaux de concurrence. Direct, même produit, même service, même clientèle, même territoire. Indirect, produit ou service un peu différent aux clientèles, un peu différentes sur le même territoire. Et substitut, comme l'histoire du chocolat et des fleurs. Donc, l'analyse de concurrence, c'est quelque chose qui est très utile dans votre étude de marché. Il y a plusieurs marchés qui ont atteint une certaine maturité. L'offre et la demande sont en équilibre. Fait que vous allez arriver puis vous allez jouer là-dedans, puis votre but, c'est de déranger cet équilibre-là. Donc, ça va être déterminant pour votre plan de commercialisation d'aller chercher le trou, ce que vos concurrents ne comblent pas. C'est ça qui va venir affecter directement la formulation de votre positionnement, de vos stratégies de produits, vos stratégies de prix, de distribution et de promotion. Donc, vous ne trouverez pas de fiche de cueillette d'informations à la page 23. Vous allez la trouver très précisément dans la section Vos documents, juste à côté de cette vidéo-là. Ça va vous aider à recueillir de l'information sur vos concurrents. Ça va vous donner quelque chose de très, très, très utile pour compléter les prochaines sections comme votre plan d'affaires et votre plan de marketing. Donc, on commence par faire une liste des concurrents. Honnêtement, là, souvent, ce que je fais faire avec mes élèves, je leur fais faire une liste de 3 concurrents qui représentent un de chaque. Donc, direct, indirect et substitut. Et avec ça, vous complétez la grille d'analyse. Ça va vraiment vous donner une idée. Puis si vous voyez qu'il y a d'autres concurrents qui se distinguent, vous pouvez les inclure. Moi, je vous suggère de commencer avec 3 concurrents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter le site de ces principaux concurrents-là. On les analyse, la mission, l'historique, les produits, les services, les clients, les prix, les liens vers d'autres sites, même la section Nous joindre. OK? Et vous pouvez aller les voir de façon anonyme comme un client mystère, observer, acheter si vous voulez, prendre la documentation disponible, regarder la fréquentation, le nombre de clients qui rentrent, estimer la valeur moyenne des achats par client si possible. Donc, plus vous allez avoir d'informations, mieux c'est. Vous pouvez faire l'innocent puis poser des questions aux employés. Essayez de comprendre c'est qui leur fournisseur ou c'est qui leur distributeur. Et ça se peut que vous tombiez sur des clients de vos compétiteurs quand vous allez faire votre enquête, votre sondage. Donc ça, c'est des gens que si vous mettez la dernière question de votre sondage, si vous voulez plus d'informations sur mes produits ou services, s'il vous plaît, laissez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, votre courriel. Mais à ce moment-là, vous pouvez recontacter directement ces gens-là, puis vous leur dites « Hey Mylène, dans mon sondage, tu as répondu que tu faisais affaire avec telle personne, avec telle compagnie pour ton besoin de recrutement. J'aurais des questions à te poser pour approfondir. Est-ce que tu me permets de te poser ces questions-là? » Donc, vous pouvez aussi vous faire passer par un étudiant en marketing, un client potentiel ou un partenaire potentiel. Je suis pas prête à dire que si j'appelle Randstad, ils vont me donner des informations sur leur stratégie de marketing en recrutement. Ça devient pratiquement de l'espionnage, mais vous pouvez toujours vous faire passer pour un étudiant en marketing ou une personne qui fait une étude de marché, ce qui est vrai.